conférence, la troisième, va se passer en vidéo, puisque notre ami Romuald Foncoua, pour des raisons de retard de visa, n'a pas pu être parmi nous ce soir. Mais il est là, nous avons tout vérifié. Alors, Romuald Foncoua, vous le connaissez pour certains d'entre vous. Il est professeur de littérature francophone à Sorbonne Université. Il dirige également le Centre international d'études francophones et il a beaucoup publié sur la francophonie littéraire et philosophique, particulièrement sur trois personnages. Édouard Glissant, grand poète martiniquais. Il a publié également sur Aimé Césaire, à la fois poète, écrivain et homme politique martiniquais de premier plan, qui est mort en 2008, c'est bien ça, je crois. Et bien sûr, ce grand homme politique africain et poète africain, Léopold Sédar Senghor, qui, lui, vient du Sénégal, et qui a été un des piliers, avec Aimé Césaire, du mouvement de la négritude, et avec également un Guyanais, Léon Gontran Damas, qui est moins connu, mais qui était le troisième pilier de ce mouvement de la négritude qui s'est créé dans les années 30 et qui a beaucoup marqué à la fois la réflexion sur la condition noire, sur la situation des Noirs francophones par rapport à la colonisation. Et ces trois hommes, Césaire, Senghor, Glissant, ont énormément marqué la littérature francophone et au-delà la littérature africaine et la littérature des Caraïbes. Alors, mon cher Romuald, bienvenue parmi nous et je te passe la parole, même si tu ne nous vois pas, on va entendre les applaudissements qu'on t'adresse. Ok, merci beaucoup Pascal. Je ne sais pas si vous m'entendez très bien. Je voulais d'abord remercier Armel d'avoir permis que s'organise cet été cette série de conférences. Armel, si tu m'écoutes, je te passe le grand bonjour, bonsoir à partir d'ici. Merci Pascal de ton introduction. Alors, mon propos à moi dans cette série de conférences concernant les relations entre les États-Unis et la France va consister à interroger, comme Pascal nous l'avait proposé, l'être noir en France et l'être noir aux Amériques, une sorte de réflexion en miroir sur la condition qui est la condition noire. J'ai proposé en fait, comme vous pouvez le voir dans l'image introductive de cette conférence, de signaler d'emblée combien la question de l'être noir en France et de l'être noir aux Amériques n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire. Et je vais m'efforcer, en un temps qui est un temps assez court, de réduire, enfin d'essayer de poser le problème de 4 siècles de conditions noires en France et aux États-Unis. Donc ça ne va pas être simple. Donc je vais essayer à un certain moment donné d'être un peu rapide en ce qui concerne en particulier l'histoire. Mais comme vous pouvez le voir sur ce tableau, être noir en France et être noir aux États-Unis suppose d'emblée, on l'a très bien compris, d'une part de pouvoir poser le rapport de cet être noir sur un continent qui est le continent américain, mais poser également le problème de cet être noir sur un continent qui est le continent européen, qui lui-même est un continent qui est un peu compliqué puisqu'il intègre, pour des raisons qui sont des raisons historiques, y compris le continent américain. Alors évidemment, ce serait être noir en France, ce n'est pas simplement être noir sur le continent européen, à savoir la métropole française, mais c'est peut-être être noir aussi
dans la France mondialisée, telle qu'on peut l'entendre à travers Haïti, et c'est l'objet du drapeau que vous avez en bas à gauche. C'est aussi être noir à la Martinique, c'est l'objet du drapeau que vous avez en haut à droite, et c'est être noir à la Guadeloupe, c'est évidemment l'objet du drapeau que vous avez en bas à droite. Mais j'aurais pu multiplier effectivement la série de tous les drapeaux de tous les pays francophones qui furent à un certain moment donné drapeaux français, on le sait très bien, entre la fin du 18e, 19e siècle et la première moitié du 20e siècle. Mais je ne vais pas aller effectivement de ce côté-là. Alors, j'ai dit que je devais aller vite. Et en guise d'introduction, je m'interrogerai d'abord sur la question de savoir, noir, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une couleur seulement? Est-ce que c'est simplement, comme on peut le voir, un maléfice? Est-ce que être noir, c'est un problème? Ou bien c'est une sorte de condition? Alors, évidemment, je commencerai d'abord par une boutade que j'emprunterai bien sûr, n'est-ce pas, à Jean Genet et son texte intitulé Nègre, dont l'édition, on le voit très bien, est une édition qui a été faite récemment avec en couverture la peinture d'un peintre haïtien qui s'appelle Philomène Aubin et qui fait le portrait de Charlemagne Perrault, qui a été crucifié, je le rappelle très bien, aux Antilles, pour des raisons qui sont en Haïti, pour des raisons qui sont des raisons religieuses sur lesquelles je ne veux pas ici. Mais évidemment, je dis que je commencerai par cette dérision, parce que Jean Genet, dans Les Nègres, posait la question dès 1958 de savoir, le noir, oui, mais c'est de quelle couleur? Et c'est bien là, effectivement, tout le problème, c'est qu'au fond, dire le noir, c'est dire sans doute un individu dont il est difficile, bien sûr, n'est-ce pas, de déterminer la couleur à laquelle on pourrait le rattacher, même si, dès le départ, on pourrait penser, n'est-ce pas, que le phénotype est ce qui définit le noir en tant que tel. Mais il me semble que Genet avait très bien montré que nègre et clown, c'est tout le temps, parce que dans la dérision, il existe bien sûr une sorte de double jeu, puisque le noir joue, bien sûr, n'est-ce pas, à être noir, même s'il y a, bien sûr, n'est-ce pas, chez lui, une sorte de faux semblant. Et c'est bien à partir de là que Genet, d'une certaine façon, n'est-ce pas, construisait sa pièce de théâtre, Les Nègres, où les nègres jouent, justement, à jouer les nègres. Et il n'est pas nécessaire, bien sûr, de ce point de vue-là, de rappeler toute l'ambiguïté qu'il y a, bien sûr, n'est-ce pas, à la conception, qui est la conception, bien sûr, du noir. Deuxième point que je vais rappeler assez rapidement, c'est un point que j'emprunte, bien sûr, n'est-ce pas, à Jean-Luc Bognol, qui est sociologue et anthropologue, et qui, en fait, rappelait, au fond, il existe une sorte de maléfice qui est attaché à la question, à la couleur noire, maléfice qui fait que, d'une certaine façon, le destin biologique, qui est celui du noir, est un destin qui assigne, en fait, celui-ci à un espace qui est un espace complètement déterminé et qui est un espace complètement faux. Et en ce sens-là, on comprendra, bien sûr, et Jean-Luc Bognol a raison de l'indiquer, la question du noir n'existe pas s'il n'y a pas la question du blanc. Effectivement, c'est le blanc qui construit, en fait, qui construit la couleur noire, et c'est bien le blanc qui va, en quelque sorte, pour des raisons qui sont des raisons historiques sur lesquelles je vais revenir tout à l'heure, indexer en quelque sorte celui-ci, ou assigner celui-ci, bien sûr, n'est-ce pas, à un espace qui est un espace complètement défini. Troisième personnage que je convoquerai ici assez rapidement, c'est bien sûr, n'est-ce pas, Frantz Fanon, dans son Peau noire, masque blanc, où, évidemment, il s'agit pour le psychiatre de rappeler que la condition noire est une condition qui ne se comprend pas en l'absence de toute indexation qui est liée, bien sûr, n'est-ce pas, aux situations qui sont des situations de domination. Le noir est un homme noir, c'est-à-dire qu'à la faveur d'une série d'aberrations affectives, il s'est établi au sein d'un univers d'où il faudra bien le sortir. Et bien entendu, il n'y a pas de noir s'il n'y a pas de blanc. Et donc, le propos ou l'ambition du noir est d'être blanc, parce que le blanc s'acharne, bien sûr, n'est-ce pas, à réaliser la condition d'homme, puisque c'est bien à cela qu'il doit aspirer. Et c'est tout l'objet, bien sûr, n'est-ce pas, de Frantz Fanon, d'un Peau noire, masque blanc, que de montrer que tout le problème, effectivement, de la peau noire, c'est d'essayer d'une certaine façon, à la fois de transcender cette peau noire pour devenir un être qui ne peut être autre chose qu'un au-delà du blanc, c'est-à-dire, au fond, quelque chose qui pourrait être, n'est-ce pas, un humain
qui en fait dépasserait cette condition, n'est-ce pas, qui est la condition noire. Et je terminerai évidemment cette introduction en rappelant que mon propos à moi va se situer précisément autour de la question de la condition qui est la condition noire. Et j'emprunte bien sûr, n'est-ce pas, l'expression de condition noire à Pape Ndiaye et à son essai sur une minorité française, tout comme également un ancien étudiant de Mudebris qui est Tanei Coates et qui effectivement dans sa lettre à son fils explique précisément que la colère noire ce qu'il considère comme étant la colère noire est justement lié à la condition qui est la condition bien sûr, n'est-ce pas, de celui-ci, à savoir le noir, tout au long de l'histoire. J'en viens maintenant, si vous le voulez bien, à quelques rappels qui sont des rappels géohistoriques, sociologiques et politiques de la condition noire en France et aux États-Unis entre le XVIe et le XXe siècle, où il sera question, bien sûr, n'est-ce pas, de montrer comment cette condition est une condition qui est liée à des circonstances historiques, ce sont des circonstances historiques bien communes. La première circonstance historique, que vous connaissez sans doute, et je vais passer assez rapidement, c'est l'esclavage. Il n'y a pas de question noire sans le rappel à l'esclavage. Il n'y a pas de question noire sans le rappel, bien sûr, n'est-ce pas, à la colonisation, comme j'ai eu l'occasion de le montrer tout à l'heure. Le poids des esclavages européens dans la construction du Nouveau Monde et le peuplement des Amériques est absolument évident. Pas nécessaire, bien sûr, n'est-ce pas, ici, et là je vous renvoie à la carte à la droite de cet écran des traites négrières entre le 7e et le 19e siècle. C'est-à-dire, pratiquement, vous l'avez très bien compris, environ 16 siècles de construction, de migration, de déplacement et de transplantation, qui, d'une certaine façon, se caractérise toujours, on l'a très bien vu, par le déplacement de population de l'Afrique vers les Amériques. Alors, j'insiste bien sûr, n'est-ce pas, sur ce déplacement de l'Afrique vers les Amériques, parce que ce déplacement de l'Afrique vers les Amériques va conduire, d'une part, à une sorte de transplantation des peuples noirs de l'Afrique vers ce qu'on va appeler le Nouveau Monde, à travers des conditions qui sont des conditions qui sont très bien connues. Je vais les rappeler assez rapidement. La transplantation se fait toujours à travers un bateau négrier, et ce bateau négrier, bien sûr, enferme un certain nombre d'esclaves dans l'entrepont, qui est l'entrepont de ces bateaux. Et évidemment, ce commerce négrier est un commerce qui va se faire à travers les conditions qui sont les conditions du commerce de l'époque, j'allais dire les conditions du premier capitalisme, avec, on le sait très bien, jusque y compris des assurances qui peuvent être prises pour les différents négriers qui permettent en quelque sorte le déplacement des individus de l'Afrique vers les Amériques. Et je vous donne ici un certain nombre d'images. D'une part, les images du bateau négrier, d'autre part, l'entrepont, un peu plus bas, où vous avez la disposition d'un certain nombre d'esclaves. Un peu plus haut, un ticket, évidemment, d'une assurance qui est prise pour les différents esclaves qui sont transplantés de l'Afrique vers les Amériques, avec, bien sûr, vous l'avez très bien compris, c'est la quatrième image que je vous propose, c'est les fameux massacres en fait, des esclaves qui, en fait, à la fin du XVIIIe siècle, sont passés par-dessus bord, soit parce que les différents négriers ne veulent pas, on le voit très bien, payer la sulextarie qui est liée au transport, ou alors parce qu'il y a, bien sûr, on le sait très bien, des grèves, ou plus exactement des insurrections qui ont lieu à bord et qui conduisent, bien sûr, n'est-ce pas, les bateaux négriers à pouvoir transporter par-dessus bord un certain nombre de noirs qui viennent en fait, qui viennent d'Afrique. On peut compter assez rapidement, entre 3 ou 4 siècles, l'idée que ça a été établi aujourd'hui, qu'il y a 20 millions d'individus à peu près qui sont passés de l'Afrique vers les Amériques. Alors, si on fait une comparaison entre les différentes traites négrières, à savoir la traite négrière occidentale, la traite négrière orientale, celle qui conduit, bien sûr, vers les mondes arabes, on s'aperçoit très bien qu'en allant très très vite, les conditions qui sont les conditions de transport ne sont pas exactement les mêmes. On a ici, bien sûr, n'est-ce pas, une image qui est l'image d'une embarcation négrière sur le Nil en 1884, on est à la fin du XIXe siècle. Il n'y a pas, on le voit très bien, la cale de bateau, il n'y a pas la mer Atlantique, il n'y a pas ici, on le voit très bien, la grande houle qui d'une certaine façon, n'est-ce pas, caractérise la transportation des Noirs de l'Afrique noire
vers les Amériques, un peu comme s'il y avait, bien sûr, n'est-ce pas, ici, une sorte de différence potentielle qui pouvait être établie entre les conditions qui sont les conditions de Noirs vers les Amériques et les conditions qui sont les Noirs vers l'Orient. Alors, évidemment, si l'on fait une comparaison, qui est une comparaison assez rapide, entre ce qui se produit en France et ce qui se produit aux États-Unis du point de vue de l'esclavage, il y a bien sûr une différence qui est une différence notable. Là, je vous propose ici deux images qui sont deux images assez simples. D'une part, il y a à droite l'image d'une continuité territoriale de la transplantation des Noirs africains vers les Amériques entre 1789, et la date n'est pas choisie ici au hasard puisque c'est évidemment le début de la Révolution française, et 1861, on voit très bien que d'une certaine façon, il s'est établi comme une sorte de continuité, en quelque sorte, de l'esclavage sur le continent américain et en particulier sur le continent états-unien. Et on voit très bien le passage ou le développement, bien sûr, n'est-ce pas, de ces territoires qui sont devenus des territoires esclavagistes entre 1789 et 1861. Comme vous pouvez le voir assez clairement, bien sûr, n'est-ce pas, dans cette carte, alors que sur la carte qui est la carte de gauche, qui est en fait celle de la France, c'est-à-dire de la métropole, au fond, ici, il y a une discontinuité qui est une discontinuité territoriale, parce que l'esclavage, qui est l'esclavage français, à la différence de l'esclavage américain, est un esclavage qui ne se fait pas du tout en métropole. L'Hexagone, la France territoriale, la France continentale et la France européenne ne reconnaît pas du tout, sur son sol, la présence qui est la présence de l'esclavage. Ce qui est effectivement un paradoxe, comme vous le savez sans doute, puisque si la France pratique l'esclavage, ce qui est indéniable, la France ne la pratique pas du tout sur le sol américain, sur le sol français, pardon. Pourquoi? Parce que depuis le Moyen-Âge, la France ne reconnaît pas du tout la pratique de l'esclavage. Au contraire, et on va le voir effectivement au cours du XVIIIe siècle, tout Noir qui arrive en France est libéré, effectivement, par sa présence française. Et cela va poser, bien sûr, un certain nombre de problèmes, comme on va le voir tout à l'heure, alors que tous les Noirs qui arrivent, bien sûr, n'est-ce pas, aux Amériques, sauf cas exceptionnel lié, bien sûr, n'est-ce pas, à l'affranchissement, est considéré, bien sûr, n'est-ce pas, comme étant un esclave. Il y a là une différence qui est une différence notable, qui va, en quelque sorte, induire les conditions qui sont les conditions noires aux États-Unis et les conditions qui sont les conditions noires en France. Alors, évidemment, cette condition noire aux Amériques, j'allais dire les Amériques françaises et les Amériques, américaines et les Amériques états-uniennes, vont conduire, bien sûr, n'est-ce pas, à deux types d'économies sociopolitiques, à savoir, d'une part, l'économie sociopolitique de la plantation, c'est le cas des États-Unis, et d'autre part, comme je vous le montre là, c'est l'économie sociopolitique de l'habitation. Alors, je vous ai proposé ici deux images assez simples qui, au milieu du 19e siècle, caractérisent ce que c'est que l'économie plantationnaire américaine, à savoir, d'un côté, évidemment, une plantation de coton. Et cette plantation de coton, on le voit très bien, va en quelque sorte conduire, on le sait très bien, à une sorte d'organisation qui est une organisation sociopolitique du sud des États-Unis en particulier, je vais y revenir. Et en bas, je vous propose, bien sûr, n'est-ce pas, une image que vous connaissez sans doute très bien, qui est l'image de Thomas Jefferson, et en fait, son habitation en fait, sur la plantation Monticello, Charlottesville aux États-Unis, en Virginie, où évidemment la grande propriété, qui est la grande propriété de la plantation, est une propriété de 2000 hectares, et ces 2000 hectares est une propriété qui contient, bien sûr, 200 esclaves. Et évidemment, on voit bien que la beauté de cette propriété, indépendamment de la relation que cette propriété peut avoir avec l'époque virginienne, anglaise, sera effectivement totalement différente de ce qui va se produire, en particulier dans la société qui est la société de l'habitation. La société de l'habitation, on le voit très bien, se confond ici, on le sait, à une île, une terre, ce sont des esclaves en fait qui cultivent en général le sucre. Alors nous avons et la Martinique, et la Guadeloupe, et la Guyane, et surtout Haïti. Et là je vous propose un certain nombre d'habitations dont il est à peu près évident que les habitations ici n'ont pas exactement la même étendue que la plantation qui est la plantation américaine, et qu'au fond, ces habitations-là, je ne l'avais pas dit, sont plus modestes, mais évidemment, il n'y a pas ici, on le voit très bien, d'une certaine manière, la grandeur, le faste que peut avoir, bien sûr, n'est-ce pas,
la plantation américaine. Mais, quoi qu'il en soit, dans un cas comme dans l'autre, les conditions de vie des esclaves sont identiques. Je vous propose bien sûr, n'est-ce pas, de regarder ici, en fait, à gauche de l'écran, un exemple de quartier qui est le quartier des esclaves en Géorgie en 1860. Et on peut également voir, bien sûr, n'est-ce pas, à droite, l'exemple de l'habitation qui est l'habitation de Fra à la Martinique en 1859. On est à peu près à la même période. Et il ne vous a pas échappé, bien sûr, n'est-ce pas, qu'il y a là, évidemment, des conditions qui sont des conditions semblables, puisque les esclaves ne peuvent pas vivre, on le voit très bien, dans des habitations ou alors dans les conditions qui sont, bien sûr, n'est-ce pas, celles des Européens. Ceci est bien entendu une évidence. J'aurais pu vous renvoyer ici, bien sûr, n'est-ce pas, la fameuse rue Cazeneuve, qui est le film ou le roman de Joseph Zobel, qui date de 1940, où, d'une certaine façon, dans la ville de Petit-Bourg, il explique exactement quelles conditions étaient exactement celles que l'on pouvait retrouver dans le quartier des esclaves en Géorgie en 1850. C'est qu'en gros, qu'on le veuille ou non, les esclaves vivent en quelque sorte, n'est-ce pas, sous l'empire des codes. Et là, très vite, nous avons bien sûr d'un côté le fameux code noir de 1685, avec une version, n'est-ce pas, qui est celle de 1724, qui d'une certaine façon va régimenter en quelque sorte la vie des esclaves dans cet univers qui est l'univers esclavagiste. On le voit très très bien aux Antilles, alors qu'à gauche, on le voit très bien, il y a un certain nombre de codes qui sont bien sûr, n'est-ce pas, des codes des esclaves, même si le terme n'est pas ainsi utilisé aux Amériques, une série en fait de codes qui permettent, n'est-ce pas, de limiter, on le voit très bien, la liberté qui est celle, bien sûr, n'est-ce pas, des esclaves. Et je ne voudrais évidemment ici retenir que deux éléments qui sont deux éléments assez simples. Le premier élément, c'est que tout noir qui vit aux États-Unis ou alors dans les colonies françaises des Amériques est forcément esclave dès lors qu'au fond il est né d'une mère esclave. Et c'est en fait l'article, on le voit très bien, qui est l'article 12, où les enfants qui naîtront des mariages entre les esclaves seront esclaves et appartiendront au maître des femmes esclaves et non à ceux de leur mari, évidemment. Et d'autre part, on le voit très très bien, cette réduction du statut qui est le statut de l'esclave conduit effectivement à limiter les mariages qui peuvent exister entre les Européens et les non-Européens, réduisant alors, on l'a très bien compris, cette situation qui est la situation des esclaves, quelle que soit leur couleur, et je vais y revenir tout à l'heure, qu'ils soient métis, mulâtres ou métis, les réduire, bien sûr, n'est-ce pas, à ce statut, qui est le statut, en quelque sorte, on le voit très bien, de dominer dans la société, qui est la société esclavagiste américaine. On peut faire exactement la même remarque à propos de la colonisation. C'est-à-dire qu'au fond, lorsque les nègres ne sont pas transplantés aux Amériques, qu'est-ce qui advient, bien sûr, n'est-ce pas, de leurs conditions? Et de ce point de vue, il suffirait de s'intéresser simplement à la situation qui est celle, n'est-ce pas, du code de l'indigénat. Le code de l'indigénat, qui est en quelque sorte, à mon avis, le miroir du code noir en ce qui concerne l'Afrique, va en quelque sorte établir un certain nombre de règles qui permettent de pouvoir légiférer sur la vie des Noirs sur leur continent, c'est-à-dire sur le continent africain, et c'est bien un code de l'indigénat qui est créé par la France, je le rappelle, pour la colonie, semblable, je le disais tout à l'heure, bien sûr, n'est-ce pas, à ce qui va se produire au moment de l'esclavage aux Amériques. Alors, évidemment, je rappelle simplement ici quelques dates qui sont des dates assez simples. Le code de l'indigénat, il est créé en 1875 en Algérie pour pouvoir, on le sait très bien, assujettir les Arabes, qui sont les Arabes algériens, les assujettir, on l'a très bien compris, à la règle française, ou bien aux lois françaises, et ce code de l'indigénat va s'étendre à la fin du 19e siècle, d'abord en Afrique occidentale française, puis ensuite en Afrique équatoriale française, et en Nouvelle-Calédonie, à partir de 1887, et va s'étendre en fait à la Cochinchine, ce qui s'était déjà par nous étendu à la Cochinchine en 1881, et va s'étendre ensuite, on le sait très bien, dans
en Annam et puis au Tonkin en 1897. Et le code d'indigénat ne sera aboli, on le sait très bien, n'est-ce pas, qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en 1946. Faisant ainsi, on a très bien compris, des indigènes qui vivent en fait sur leur territoire, des êtres qui convenaient d'assujettir, à travers, bien sûr, un certain nombre de règles qui, au fond, peuvent s'appliquer sans aucun procès, puisque c'est bien cela, en quelque sorte, la force du code de l'indigénat, c'est que le préfet ou le gouverneur de la colonie peut appliquer, sans rien demander à personne, donc sans rien demander au juge, un certain nombre, bien sûr, n'est-ce pas, de règles concernant, par exemple, la négligence dans le paiement des impôts, concernant, par exemple, le non-respect dû à l'autorité, concernant, par exemple, la non-présentation devant un administrateur colonial d'une convocation, ce qui, effectivement, fait ici, comme pour le code noir tout à l'heure, un certain nombre de règles, qui sont des règles de police, qui peuvent s'appliquer sans aucune condition, bien sûr, n'est-ce pas, aux Noirs dans ces sociétés. Alors, le paradoxe, effectivement, de la situation du Noir, on le voit très très bien dans les sociétés qui sont des sociétés européennes, peut être lu précisément dans les évolutions qui sont les évolutions paradoxales du droit. Par exemple, on le sait très bien, si la société américaine est une société esclavagiste, ce que personne ne remet en cause, et si nous, le peuple, n'a pas toujours supposé, malgré la devise qui est la devise américaine, le peuple noir aussi, il n'en reste pas moins que, d'une certaine façon, en raison de l'histoire qui est l'histoire américaine particulière, un certain nombre d'amendements vont être pris pour pouvoir justement remettre en cause l'esclavage tel qu'il va s'établir, en particulier dans les pays du Sud. Alors, je ne reviens pas ici, bien sûr, pas sur l'histoire américaine que vous connaissez sans doute beaucoup mieux que moi, mais je rappelle que la guerre d'indépendance, puis la guerre civile, va conduire en quelque sorte à l'abolition, qui est l'abolition de l'esclavage, en raison de la pression que vont exercer les États du Nord sur les États du Sud. D'abord, le 13e amendement qui va conduire à l'abolition de l'esclavage, puis le 14e qui conduit à la protection des droits civiques, et enfin le 15e qui conduit bien sûr à la protection du droit des votes des non-américains. Mais comme vous le savez sans doute, l'ensemble de tous ces amendements ne sera pas en quelque sorte appliqué, on le sait très bien, sinon simplement par des luttes qui vont être celles des non-américains. Je vais y revenir tout à l'heure. Alors évidemment, dans ces conditions-là, le noir américain vivant, bien sûr, sur le sol américain, va évoluer dans une sorte de citoyenneté que je vais appeler une citoyenneté séparée. Comme on peut le montrer, bien sûr, n'est-ce pas, à travers deux éléments assez simples, à savoir le texte sur lequel j'ai eu l'occasion de revenir tout à l'heure, qui est celui de Dubois, William Edgar Boudgar Dubois, et qui est intitulé en français I'm Noir, Soul of the Black Folk. C'est en fait le texte qui va fonder en quelque sorte la conscience, et j'insiste sur ce terme, j'y reviens tout à l'heure, la conscience qui est celle du noir américain, à savoir que le noir américain n'a qu'un seul territoire, il ne peut pas en avoir d'autres. Et évidemment, dans ce texte, William Edgar Boudgar Dubois rappelait, bien sûr, n'est-ce pas, qu'en tant que noir, lui aussi chante l'Amérique, tout comme, bien sûr, n'est-ce pas, les patriotes blancs américains vont également chanter ce territoire. Mais l'évolution, bien sûr, n'est-ce pas, qui est une évolution séparée, va conduire effectivement aux Noirs à pouvoir vivre sur le territoire américain à la manière, qui est la manière, évidemment, des Européens. Et je vous présente ici, bien sûr, n'est-ce pas, le fameux Green Book, qui a permis, en quelque sorte, pendant très très longtemps, aux Noirs américains de vivre dans la société américaine à la manière des Blancs, c'est-à-dire, d'une certaine façon, n'est-ce pas, de connaître une sorte de tourisme qui est le tourisme noir dans la société américaine, puisque le Green Book recensait l'ensemble des hôtels, des cafés, des restaurants, dans lesquels, en raison, ou plutôt contre la ségrégation raciale qui avait cours aux États-Unis, un certain nombre de Noirs pouvaient en quelque sorte ne pas circuler dans la société américaine sans avoir peur, bien sûr, n'est-ce pas, d'être lynchés. Dans le cas qui est celui, bien sûr, n'est-ce pas, de la société française en particulier, et là je vous renvoie à un texte que va publier Éric Noël, qui est intitulé « Être noir en France au XVIIIe siècle », la situation est une situation qui est totalement paradoxale. D'une certaine façon, on sait très bien que l'abolition de l'esclavage, la première abolition en 1792, puis la seconde en 1848,
vont conduire, en quelque sorte, on le sait très bien, à faire de l'être du noir en France un être qui peut être considéré pas comme un être citoyen. Mais malgré tout, cet être citoyen ne sera qu'un être citoyen de seconde zone. Et c'est exactement ce que va rappeler assez curieusement Moreau de Saint-Méry dans sa description physique, civique, politique et historique de la partie française de l'île de Saint-Domingue à la fin du XVIIIe siècle, où il va essayer de montrer comment la société, qui est la société haïtienne en particulier, va en quelque sorte construire des schémas qui sont en quelque sorte, n'est-ce pas, des schémas de représentation de ce qu'on peut appeler le noir en France ou le noir dans l'espace qui est l'espace français, et qui va fabriquer en quelque sorte, si j'ose dire, des préjugés sur des préjugés d'une couleur. D'une part, il établit une sorte de distinction entre les esclaves venus d'Afrique, et qui vont en quelque sorte s'établir précisément, on le voit très bien en Haïti, en conservant des mots, des noms, des désignations de ces individus qui viennent d'Afrique, comme les Arada, les Aoussa, les Nago, les Judas, les Dahomey, les Kongoubi, les Mayombe. Et combien, évidemment, ces habitants vont en quelque sorte transplanter aux Antilles des préjugés qui sont des préjugés concernant ces origines qui sont des origines ethniques, d'une part, et d'autre part, en montrant comment, dans la société qui est la société haïtienne, on le sait très bien, au cours du XVIIIe siècle, va se fabriquer, à partir justement de la question qui est celle des affranchis, va se fabriquer des catégories de couleurs. Alors évidemment, il est, Moreau de Saint-Méry, adepte des chevaux, je tiens à toutes fins utiles, et qui, ayant vécu à la Martinique, à la Guadeloupe et en Haïti, était quand même adepte, on le sait très très bien, des courses de chevaux auxquelles il assistait ou à Philadelphie ou à Boston, va en quelque sorte, n'est-ce pas, construire une sorte de représentation qui est une représentation de ce que peut être la désignation, autant pour moi, d'un certain nombre d'individus à partir de la combinaison qui est la combinaison des couleurs. Alors, cette combinaison des couleurs va le conduire, bien sûr, n'est-ce pas, à établir les 128 degrés de couleurs entre le blanc, le nègre, le mulâtre, le carteron, le métis, le mamelouk, le sakatra, le griffe ou le marabout, et il va s'ériger dans l'essai que je viens de rappeler, dans cette description, qui est la description physique de l'île de Saint-Domingue. Il va s'amuser, bien sûr, n'est-ce pas, à montrer comment est-ce qu'on arrive à indexer des individus en fonction de leurs origines de couleur, soit qu'ils soient en quelque sorte des combinaisons du nègre, soit qu'ils soient des combinaisons du mulâtre, soit qu'ils soient des combinaisons du blanc, soit qu'ils soient des combinaisons de métis, ou bien des combinaisons de mamelouk. Alors je vous passe évidemment le détail sur les différentes désignations qui sont celles des individus, mais si vous prenez par exemple les combinaisons qui sont les combinaisons nègres à la droite de cette affiche, vous voyez très bien que la combinaison par exemple entre le nègre et une blanche donne le mulâtre, mais la combinaison entre le nègre et le sakatra donne bien sûr, n'est-ce pas, le sakatra. Quelle est la logique de cette combinaison? Cela ne fonctionne pas très bien. Mais on voit qu'au fond, il y a bien là une sorte de volonté clairement établie de pouvoir toujours ranger dans un cas qui est un cas absolument à part, ou dans une case, pardon, qui est une case à part, l'ensemble de tous ceux qui ne sont pas blancs. C'est exactement l'objet de l'essai de Moreau de Saint-Méry. Alors, si je voulais rappeler tout cela, c'est parce qu'au fond, il me semble que pour parler des représentations de l'être du noir en France et aux États-Unis, il me semble qu'il y a pour tout le monde, alors aujourd'hui, un certain nombre de clichés qui, d'une certaine façon, caractérisent ces différentes représentations, qu'on le veuille ou non, et qui sont des représentations que je veux considérer comme des sortes de lieux communs. Si on prend la représentation, par exemple, du noir aux États-Unis, il me semble que pendant très très longtemps, nous vient toujours à l'esprit ces images qui sont des images, bien sûr, n'est-ce pas, de la ségrégation raciale. Et c'est effectivement, n'est-ce pas, la première image que je vous propose là, et qui permet en quelque sorte, n'est-ce pas, de signaler qu'il y a une sorte de mur qui s'est établi entre le monde noir et le monde blanc, et qui fait que de toute manière, qu'on le veuille ou non, à tort ou à raison, c'est un peu la représentation que nous avons, bien sûr, n'est-ce pas, de la place du noir dans la société américaine. Place de la société du noir dans la société américaine qui est confortée, on le sait très bien, par cette image que je propose, bien sûr, n'est-ce pas, ici, qui est l'image de cette sorte de présence du Ku Klux Klan qui, pendant longtemps, dans le sud des États-Unis, va, à travers des léchages, par exemple, établir, n'est-ce pas, une sorte de domination, disons, suprémaciste, des Blancs, n'est-ce pas, sur
sur le noir, que cette différence établie soit réelle ou larvée, qu'elle soit réelle ou non, ne pose pas véritablement de problème ici. Je n'indique là que des faits. Deuxième élément qu'il conviendrait bien sûr, n'est-ce pas, de rappeler, c'est la façon dont, dans ces représentations qui sont des représentations générales, aux États-Unis, il existe une sorte de manifeste de l'altérité radicale entre le blanc et le noir, altérité radicale qui va évidemment se conforter assez précisément à travers les lois de Jim Crow en 1832, ou alors l'avènement, bien sûr, n'est-ce pas, des ménestrels à la fin du 19e siècle, en 1890. Et si on s'intéresse bien sûr à la façon dont les caricatures vont te permettre en quelque sorte de rendre compte de cette différence radicale entre le blanc et le noir, nous avons, bien sûr, on le sait très bien ici, l'image de la fameuse pastèque qui va permettre en quelque sorte, le watermelon, pour reprendre, n'est-ce pas, l'expression américaine, qui va permettre en quelque sorte, n'est-ce pas, de pouvoir montrer que le noir est complètement rattaché, bien sûr, n'est-ce pas, à cette image qui est l'image de la pastèque. L'image de la pastèque qui, comme vous le savez sans doute, n'est intéressante qu'en fonction des lèvres, qui sont évidemment, n'est-ce pas, les lèvres des Noirs, sur lesquelles j'aurai l'occasion, bien sûr, n'est-ce pas, de revenir tout à l'heure, parce que c'est une image qui sera une sorte de lieu commun de la représentation de l'être du noir au monde. Alors, je ne vais pas m'appesantir sur un film que vous connaissez très bien, qui est le film de Griffith, Birth of a Nation, donc Naissance d'une nation, qui date de 1915, film qui, d'une certaine façon, a été considéré comme étant un film caricatural parce que cela permettait, en quelque sorte, d'une part, de montrer au cinéma qu'il était impossible pour le noir de pouvoir être porté à l'écran, et qu'au fond, pour jouer les noirs, il fallait absolument, n'est-ce pas, que ce soit les blancs, qui en quelque sorte se griment, en quelque sorte en noir, c'est la fameuse image du blackface, et évidemment, ce film, on le sait très bien, va traduire précisément à la fois l'infériorisation du noir, son lynchage, les malentendus qui peuvent exister entre les différentes communautés, et d'une certaine façon, bien sûr, n'est-ce pas, on le sait très bien, et là je passe sur les différents détails de ce film, et qui vont permettre en quelque sorte, on le sait très bien, de fixer, en quelque sorte, on le sait très précisément, l'impossibilité, qui est l'impossibilité du mariage interracial, je disais tout à l'heure, entre un noir et un blanc. Ici, c'est entre un mulâtre et une blanche. Un mulâtre qui, d'une certaine façon, est un mulâtre un tout petit peu espagnol en plus, ce qui pourrait renvoyer à l'histoire américaine assez particulière dans ses rapports à l'Espagne, sujet sur lequel je n'aurai pas l'occasion de revenir ici, mais qui, d'une certaine façon, traduit très précisément la difficulté que la société américaine a pu concevoir les mariages qui sont des mariages interraciaux. Pourquoi? Parce que le mulâtre, on le sait très bien, relève bien sûr, n'est-ce pas, du diable, et on le voit également, y compris dans la pièce de Balzac, par exemple en France, qui est intitulée Le mulâtre, et qui, d'une certaine façon, conduit alors, on le sait très bien, à une sorte de représentation, n'est-ce pas, qui est une représentation négative. On peut faire exactement la même remarque à propos, bien sûr, n'est-ce pas, de la présence du noir dans la publicité. Et là, en France en particulier, ou aux États-Unis. Alors, de ce point de vue, je rappellerai que pendant très longtemps, avant que l'on y mette fin, le noir était objet de publicité parce qu'il était en quelque sorte considéré comme étant un objet prisé. Et dans les deux affiches que je vous propose là, qui est une affiche, bien sûr, n'est-ce pas, qui date de la fin du XVIIIe siècle, pardon, il existe bien sûr, n'est-ce pas, une sorte d'affiches publicitaires permettant bien sûr, n'est-ce pas, la vente des esclaves, une vente des esclaves qui, en quelque sorte, peut être considérée, n'est-ce pas, comme étant une vente positive. Je vous laisse découvrir, bien sûr, l'avantage qui était celui de faire une publicité, bien sûr, n'est-ce pas, sur les Noirs, puisqu'on le voit très bien, celui-ci descendant du bateau, fraîchement venu d'Afrique, était donc capable, en quelque sorte, on le voit très bien, de travailler dans les plantations qui sont des plantations américaines. Ou encore, si on va, bien sûr, n'est-ce pas, du côté des publicités qui sont des publicités assez récentes, c'est-à-dire la fin du 19e et du début du 20e siècle, aux États-Unis ou en France, on sera sensible, bien sûr, n'est-ce pas, à ces images qui sont celles de la femme noire qui, en quelque sorte, fait la publicité du pancake, ou alors on le voit très bien, n'est-ce pas, du tireur sénégalais qui fait la publicité
du chocolat Banania qui va en quelque sorte, n'est-ce pas, servir, on le sait très bien, au lendemain de la Première Guerre mondiale en France, à l'image qui est l'image positive de ce que peuvent faire les tirailleurs sénégalais, puisqu'il ne s'agit pas simplement pour eux de délivrer la France, mais il s'agit aussi de délivrer, on le voit très bien, n'est-ce pas, un Yabon Banania, poème sur lequel Senghor, un peu plus tard, bien sûr, va s'insurger. Je vous rappelle également, on le sait très bien, les différents produits publicitaires qui sont nègrement portés. J'ai signalé tout à l'heure, bien sûr, le Banania, mais j'aurais pu faire la même remarque à propos des cafés, thé, chocolat ou bien du rhum, comme on peut le voir ici. Ou alors, image qui est en fait une image qui est beaucoup plus récente encore, c'est en haut à droite, c'est l'image de la publicité de Vainé s'est gonflé. Vainé s'est gonflé, c'est bien sûr, n'est-ce pas, la publicité de la levure Vainé qui, au milieu des années 80, va servir en quelque sorte, on le sait très bien, de promotion. On le voit très bien, n'est-ce pas, de ce produit qui est un produit que l'on peut considérer, bien sûr, n'est-ce pas, comme un produit, entre guillemets, bien sûr, n'est-ce pas, nègre. Ou encore des images qui sont des images alors des résistances qui sont des résistances nègres que l'on pourrait retrouver dans la presse. Et là, je vous renvoie ici, bien sûr, n'est-ce pas, deux images qui sont deux images du petit journal. À gauche, ce sont évidemment les différentes Amazones qui sont ici reproduites, on le sait très bien, à partir d'un article du petit journal de 1891. Ou alors à droite, on le sait très bien, l'image de Béhanzin, qui, comme vous le savez sans doute, n'est pas séjourné en prison, on le sait très bien, n'est-ce pas, à la Martinique, et qui est ici, bien sûr, n'est-ce pas, entouré de ces Amazones. Je n'ai pas ici, bien sûr, n'est-ce pas, l'occasion de rappeler l'importance que la figure de Béhanzin va avoir dans la société martiniquaise, ou alors dans la littérature guadeloupéenne, comme on peut le voir, par exemple, n'est-ce pas, dans le cas de Maryse Condé et de son roman, qui est intitulé, n'est-ce pas, la nouvelle colonie du Nouveau Monde. Il n'est pas nécessaire, bien sûr, n'est-ce pas, là encore, de s'intéresser à la façon dont un certain nombre de politiques noires qui font leur apparition, c'était bien à la fin du 19e et début du 20e siècle, vont être moqués dans la presse. Alors je vous donne ici un certain nombre d'exemples. L'exemple, le premier, c'est celui de Gratien Candas, qui est député socialiste de la Guadeloupe, et qui, évidemment, va être porté-tiré par Bib dans le Charivari en 1933, où, évidemment, il s'agit de reprendre l'exemple, de reprendre la phrase, qui est une phrase qui est devenue une sorte de scie dans la politique française du début du XXe siècle. Sur le net continu, il continue à danser, il continue à s'amuser, et évidemment, on voit très bien qu'on est en 1933, et qu'au fond, il s'agit ici de bien rappeler que le député de la Guadeloupe peut porter des bananes qui, d'une certaine façon, symbolise, comme je vais le montrer tout à l'heure, la représentation qui peut être faite, bien sûr, n'est-ce pas, du noir en France, dans les années 20, représentation qu'il envoie à Joséphine Baker et à sa revue NEC de 1926. Et d'ailleurs, dans la caricature qui est ici proposée, des vacances de la légalité, Gratien Candas est évidemment dessiné avec une formule qui est intitulée « We have no bananas », pardon, je parle en français, nous n'avons pas de bananes, donc vous comprenez très bien, n'est-ce pas, qu'il y a là une évocation qui est l'évocation de Joséphine Baker. Le second en politique, c'est, et je cite Légitimus, qui est en fait à droite, qui en fait a commis, on le sait très bien, l'impair de piocher dans la caisse de son parti et qui en fait va être condamné. Et on voit bien que d'une certaine façon, la caricature qui est faite ici est une caricature qui en fait montre qu'il essaye, bien sûr, n'est-ce pas, de se débattre contre l'accusation qui est faite d'avoir en quelque sorte triché, et donc il s'agit bien sûr de le blanchir, et donc pour le blanchir, l'assiette au beurre en 1910 va en quelque sorte, on le voit très bien, le mettre dans une sorte de bassine avec le lactolys, le lactolys n'étant rien d'autre, bien sûr, n'est-ce pas, que du lait fermenté, qui aide en quelque sorte, on le sait bien, grâce aux bactéries, à avoir une sorte de transit intestinal, et cette image, n'est-ce pas, est une image qui est assez singulière. Même chose, ça caractérise le Blaise Diagne, député du Sénégal, qui va devenir un peu plus tard, à partir de 1916, ministre, secrétaire d'État aux colonies, et qui, effectivement, ici est caricaturé, on le voit très bien,
avec, même chose, une banane autour d'un rein, qui est évidemment la banane de Josephine Baker de 1925. Et ici se combinent plusieurs lieux communs. D'une part, il est africain, donc il est sorcier. D'autre part, il est franc-maçon, ce qui est vrai d'ailleurs, mais évidemment la franc-maçonnerie est une sorte de sorcellerie, si je peux utiliser ce terme. Et enfin, il est noir, et donc, évidemment, il est cannibale. On voit très bien, n'est-ce pas, qu'à travers cette sorte de représentation, qui est la représentation de Blaise Diagne, le frère 3 points, hein, c'est Diagne F, 3 points, donc c'est un franc-maçon. Donc il y a bien sûr à la fois la caricature de la franc-maçonnerie, la caricature de l'Africain, et d'une certaine façon, qu'on le veuille ou non, la caricature de quelqu'un qui vient en quelque sorte, n'est-ce pas, d'un monde qui est un monde de la non-civilisation et qui ne connaît rien d'autre, n'est-ce pas, que le monde animal. Quatrième exemple que je vous propose, c'est bien sûr, n'est-ce pas, l'exemple de Légitimus, encore une fois, l'assiette au beurre. Et on voit très bien qu'ici, il s'agit d'utiliser tous les lieux communs qui sont des lieux communs représentant en fait, les noirs, j'ai parlé tout à l'heure, n'est-ce pas, des lèvres, qui sont des lèvres qui renvoient à la pastèque, au watermelon. Les yeux, on le voit très bien, n'est-ce pas, qui sont semblables à ceux de Blaise Diagne, c'est-à-dire, en fait, des yeux qui sont en quelque sorte sortis, on le voit, n'est-ce pas, de leur orbite, comme s'il s'agissait, n'est-ce pas, de partir d'un monde qui est un monde de singes. Et, bien sûr, n'est-ce pas, le faciès simiesque ici est un faciès qui est absolument caractéristique des représentations que l'on peut faire, bien sûr, n'est-ce pas, des Noirs entre la fin du XIXe siècle et la fin du XXe. Alors, il n'est pas nécessaire, bien sûr, n'est-ce pas, de s'intéresser à quelques os humains qui vont en quelque sorte marquer, on le voit très bien, la représentation qui est la représentation négative, j'insiste sur ce point, bien sûr, n'est-ce pas, des Noirs. D'un côté, alors je vous propose ici l'image qui est celle d'une photographie de 1906 et qui est faite d'un pygmée congolais qui s'appelle Otabenga et qui va être exposé aux eaux de bronze à New York en 1906. Je vous propose également, on le voit très, très bien, le village nègre sur la place de Hoche à Rennes. Et ce village nègre est un village qui, d'une certaine façon, on le voit très, très bien, présente 3 jeunes qui sont en train d'apprendre à lire et qui vont en quelque sorte faire la une du journal Ouest Éclair. On est en 1929. Je vous propose également en haut l'affiche publicitaire pour un village de Haut-Tantôt au jardin d'acclimatation. On est en 1877. En haut et en bas, on voit très bien, n'est-ce pas, la différence qui peut exister entre le monde, n'est-ce pas, que le monde européen en haut et le monde africain en bas. Et enfin, bien sûr, n'est-ce pas, une quatrième représentation qui est celle d'un village sénégalais mis en scène lors de l'exposition internationale de l'Amiens en 1906. Alors évidemment, l'ensemble de tous ces éléments permettent en quelque sorte de montrer comment, pendant très très longtemps, la caricature va en quelque sorte servir à la représentation, n'est-ce pas, qui est la représentation de l'être du noir, ici, que ce soit aux États-Unis, on le voit bien à New York, ou bien que ce soit en France, au début du siècle. Alors, évidemment, je ne peux pas m'empêcher de rappeler qu'on pensait, n'est-ce pas, que ces caricatures n'existaient qu'à la fin du 19e et au début du 20e siècle, mais je vous signale que le journal Minute a été condamné, vous le savez très bien, à hauteur de 10 000 euros d'amende pour avoir fait paraître, on le sait très bien, 2 images. L'une, à gauche, c'est celle de Taubira bébé, et de l'autre, bien sûr, n'est-ce pas, à droite, Taubira âgé, avec évidemment cette indication, maligne comme un singe, Christian Taubira retrouve la banane, et il s'agissait, bien sûr, vous l'avez très bien compris, de pouvoir s'opposer au mariage pour tous, tel qu'il avait eu lieu en France, et je ne viendrai pas ici, bien sûr, n'est-ce pas, sur cette caricature, qui, d'une certaine façon, rend bien compte de cette sorte de représentation. Alors, évidemment, toutes ces images, on le voit très bien, prennent en quelque sorte appui sur ce qui est devenu une sorte de lieu commun de la représentation des Noirs en France, à savoir, à gauche, Josephine Baker, le bal nègre au milieu, bien sûr, n'est-ce pas, les Champs-Élysées, et image qui va être reproduite, on le sait très bien, un peu plus tard, on est en 1992, tous parents, tous différents. Alors, tous parents, tous différents, on voit très bien, n'est-ce pas, que l'image qui date de 1992 et celle de 1926 ou celle de 1927 jouent exactement, n'est-ce pas, sur
même code, à savoir qu'il s'agit, à droite, on le voit très très bien, de pouvoir, là encore, on le voit très très bien, sur un personnage qui est un personnage blanc, mais un visage, n'est-ce pas, qui est un visage noir. Et on est là, bien sûr, n'est-ce pas, face à une sorte, n'est-ce pas, de réutilisation, n'est-ce pas, du blackface, et la culture pub, ici, n'est-ce pas, en noir et blanc, va jouer, bien sûr, n'est-ce pas, sur ces différentes représentations. Alors, si ces images sont des images absolument négatives, il faudrait bien sûr comprendre que ce n'est pas la seule manière de pouvoir représenter l'être du noir dans l'histoire de la littérature ou bien l'histoire de la pensée. Alors, je voulais m'arrêter assez rapidement ici sur l'image, on le voit très bien, qui est une image positive, celle du noir dans l'art aux États-Unis à travers la peinture qui est celle de Samuel Jennings, qui, en quelque sorte, va s'intéresser à la façon dont les arts et les sciences aux États-Unis vont encourager l'émancipation, j'insiste sur ce mot, l'émancipation, bien sûr, n'est-ce pas, des Noirs. Tout comme je ne vais pas m'intéresser assez longuement non plus à la façon dont toute une partie, n'est-ce pas, de la littérature américaine va faire entendre à travers l'émancipation du noir, la présence de celui-ci, bien sûr, n'est-ce pas, dans la littérature. Et je signale ici, bien sûr, n'est-ce pas, un texte qui est un texte fondateur de cette émancipation du noir dans la littérature, qui est le texte de Harry Bitterstove, La casse de l'oncle Tom. Évidemment, La casse de l'oncle Tom, qui va connaître, publié en 1852 aux États-Unis, à Boston, et qui va en quelque sorte connaître une première traduction en France en 1887. Je n'y insiste pas plus longtemps, puisqu'en fait, il s'agit là, tout simplement, de rappeler qu'au fond, le nègre devient ici, n'est-ce pas, une sorte de bon nègre, comme il y a eu, bien sûr, n'est-ce pas, autrefois, le fameux bon sauvage du baron de La Hontan en 1680. Pourquoi est-ce que je n'insiste pas plus là-dessus? Parce qu'au fond, il s'agit presque toujours, à travers l'émancipation, de montrer comment la civilisation européenne et peut-être un peu la civilisation américaine, mais beaucoup moins, la civilisation européenne, la civilisation française, va sur la question qui est la question de la couleur, la question du noir, conduit bien sûr à son émancipation. D'une certaine façon, l'histoire de la France mondiale sur ce sujet-là montre toujours la France comme étant celle qui n'opprime pas du tout, c'est celle qui émancipe au contraire. Et s'il y a un esclavage, ce n'est pas la France qui esclavagise, ce sont en quelque sorte les négriers qui vont esclavagiser. Ce sont en quelque sorte les Européens qui vont aux Antilles qui esclavagisent. Pourquoi? Parce que la France métropolitaine, la France hexagonale, la France des civilisations et des Lumières est toujours une France, n'est-ce pas, qui va émanciper. C'est exactement ce que l'on peut retrouver, par exemple, n'est-ce pas, dans les différents manuels scolaires qui sont diffusés en France, ou alors sont diffusés en Afrique, ou aux Antilles, et qui, c'est un peu le paradoxe, et qui conduisent bien sûr, n'est-ce pas, à montrer que la France, on le voit très bien au début du siècle, n'est pas du tout un territoire, n'est-ce pas, qui est un territoire d'esclavage. Au contraire, c'est un territoire d'émancipation, c'est un territoire de libération. Et donc, dans un certain nombre de textes, des manuels scolaires, où on montre évidemment les Noirs qui sont soumis. Ceux-ci sont soumis par d'autres Noirs, c'est le cas, bien sûr, n'est-ce pas, on le voit très bien, des sacrifices humains au Dahomey, dans le texte Les Neveux du capitaine Franqueur, qui paraît au début du XXe siècle, à une première édition en fin du XIXe, ou alors c'est évidemment le cas des différentes caravanes d'esclaves, qui en quelque sorte, ces caravanes d'esclaves, ne sont en quelque sorte conduits, on le voit très bien, qu'à partir de l'Afrique, vers, non pas les Amériques, ici on le voit très bien, mais plutôt vers l'Orient, montrant en quoi, d'une certaine façon, et comme vous pouvez le voir dans cette image qui est la seconde en bas, montrant en quoi c'est d'une certaine manière, qu'on le veut ou non, les Arabes qui en quelque sorte, n'est-ce pas, vont mettre en esclavage des Noirs. Il y a bien là, je n'est-ce pas, de renversement, n'est-ce pas, qui est un renversement assez singulier, n'est-ce pas, assez singulier à noter. Dans le cas des États-Unis, on le sait très bien, la question de la représentation, bien sûr, n'est-ce pas, des Noirs, j'ai dit tout à l'heure, repose bien sûr, n'est-ce pas, sur une sorte de ségrégation, une discrimination, une sorte d'inégalité, qui fait que les Noirs aux États-Unis ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Alors, je vais vous faire passer en une minute, j'espère que je vais y arriver, ce film, enfin, un bout de ce film que vous connaissez très bien, qui en français est intitulé Les figures de l'ombre, qui renvoie, bien sûr, n'est-ce pas, à l'histoire, qui est celle de ces trois femmes noires qui sont des calculatrices
de la NASA et qui vont permettre en quelque sorte, on le souhaitait bien de mettre en orbite le satellite qui envoie John Glenn, et où vous allez comprendre comment est-ce que, d'une certaine façon, la société américaine va résoudre, en quelque sorte, n'est-ce pas, la question, qui est la question de la ségrégation raciale. Où étiez-vous passé? Ça ne marche pas, vous Vous n'êtes jamais là quand j'ai besoin de vous. C'est quand même pas la verlue. Alors dites-moi où vous passez vos journées. J'étais aux toilettes, monsieur. Toilettes. Aux toilettes, rien que ça. 40 minutes par jour. Et vous y faites quoi? On est à H-0, j'ai beaucoup misé sur vous. Il n'y a pas de toilette pour moi ici. Comment ça, il n'y a pas de toilette pour vous ici? Il n'y a pas de toilette pour moi ici. Pour les gens de couleur, dans ce bâtiment, il n'y a pas de toilette. Et il n'y en a pas dans les autres, sauf au groupe Ouest, à 800 mètres d'ici. Vous le saviez. Je suis obligée de courir jusqu'à Tombouctou pour me soulager. Quant au vélo NASA, je n'y ai pas accès. Imaginez cela, monsieur Harrison. Moi, dans mon uniforme, avec ma jupe sous le genou, mes talons. L'exception, c'est les perles. Moi, je n'en ai pas des perles. Les gens de couleur ici n'ont pas un salaire suffisant pour s'offrir des perles. Et je travaille, nuit et jour, comme un chien, en survivant grâce à une cafetière qu'aucun de vous n'en touchez. Alors, excusez-moi, si parfois je dois me rendre aux toilettes au cours de ma journée. Et voilà. Les toilettes de couleur, c'est fini. Les toilettes pour les blancs, c'est fini. Il y a des toilettes, après c'est... Voilà. Donc, évidemment, on a bien compris, évidemment, cette scène est une scène qui est une scène hollywoodienne et qui, d'une certaine façon, qu'on le veuille ou non, permet en quelque sorte de résoudre un problème qui n'est pas celui de la couleur, vous l'avez bien compris, qui n'est pas celui, évidemment, des femmes noires, non, c'est celui, en fait, de la NASA. Et en ce sens-là, évidemment, pour que la NASA, en quelque sorte, n'est-ce pas, réussisse l'exploit de mettre en orbite un satellite, il conviendrait, bien sûr, n'est-ce pas, que la question de la ségrégation raciale soit résolue, des Noirs antillais en France au cours du XVIIIe siècle. Mais cette reconnaissance n'a pas de sens si l'on ne s'intéresse, bien sûr, n'est-ce pas, à la littérature. Et de ce point de vue, la présence du noir peut être mieux perçue dans la littérature à travers la Harlem Renaissance, où Alain Locke va en quelque sorte inventer l'idée du New Negro, du nouveau nègre, ce nouveau nègre qui, d'une certaine façon, à la différence de l'ancien, le ménestrel dont j'ai parlé tout à l'heure, va en quelque sorte revendiquer son humanité. Et cette humanité n'est pas simplement une humanité pour les États-Unis, c'est aussi une humanité pour le monde. Et en ce sens-là, on s'apercevra que Harlem, pour Alain Locke, représente en quelque sorte ce qui est une sorte de mec pour le nouveau nègre. Je ne fais que traduire, bien sûr, vous l'avez très bien compris, l'image que l'on peut retrouver, n'est-ce pas, à droite du graphique et qui, d'une certaine façon, fait en quelque sorte, on le sait très bien, du mouvement de Harlem, celui qui, par quoi, en quelque sorte, le nègre va renaître. On peut trouver, bien sûr, n'est-ce pas, la même représentation dans le texte qui est celui de Nancy Cunard, qui est intitulé Noir, Negro Anthology, qui est en fait un ensemble qui est un texte écrit à compte d'auteur. Je vous passe effectivement l'histoire de Nancy Cunard, qui était en fait une fille de bourgeois industriel américain, qui en quelque sorte, bien sûr, se coupe de sa famille parce qu'elle voudrait en quelque sorte défendre les Noirs contre sa famille. Et donc elle va écrire cette anthologie qui regroupe l'ensemble de tout ce que l'on peut en quelque sorte, n'est-ce pas, réunir comme noirs aux États-Unis, à travers, n'est-ce pas, les luttes qui sont les leurs et à travers la manière dont ils vont en quelque sorte concevoir l'identité qui est l'identité noire américaine. Mais évidemment, cette image qui est l'image du noir américain est aussi une image qui va conduire les noirs américains à s'intéresser, et c'est assez curieux, va s'intéresser ces noirs à ce que représente pour eux la France et la France révolutionnaire en particulier. Pour dire les choses de façon assez simple, à partir de la Première Guerre mondiale, la plupart des Noirs américains qui viennent à Paris ou qui viennent en France découvrent au fond un pays qui est un pays dans lequel il n'y a pas de ségrégation raciale. C'était déjà le cas au XVIIIe siècle et c'était déjà le cas, bien sûr, n'est-ce pas, du fils de Thomas Jefferson, sur lequel, n'est-ce pas, je ne me suis pas intéressé tout à l'heure. Mais effectivement, cette sorte de présence qui est la présence des Noirs américains
en France, va en quelque sorte donner lieu à une sorte de fascination, qui est une fascination, bien sûr, n'est-ce pas, de la France des libertés. Cette France des libertés, qui n'est pas une France de la ségrégation, que l'on peut retrouver à travers deux textes au moins, qui est celui de Claude Maquet, Banjo, ou alors Romance in Marseille, où il s'agit bien sûr, n'est-ce pas, de célébrer la grandeur, n'est-ce pas, qui est la grandeur de la France libérée. Et évidemment, cette image de la France libérée pour le noir américain va être inversement proportionnelle à l'image, bien sûr, n'est-ce pas, des États-Unis, que l'on peut retrouver, bien sûr, n'est-ce pas, chez les Noirs français, à travers, bien sûr, n'est-ce pas, la revue du Monde Noir en 1931, où un certain nombre d'intellectuels noirs découvrent dans la poésie noire américaine, dans l'évolution qui est l'évolution des Noirs américains, une sorte d'Eldorado, qui est peut-être, bien sûr, celui de la liberté de création, qui est la liberté de création des Noirs français, liberté de création des Noirs français, qui, d'une certaine façon, dit très bien la situation, qui est la situation hypocrite de la liberté, n'est-ce pas, qui est la liberté française pour les Noirs français. Et là, je vous renvoie, bien sûr, n'est-ce pas, à ce numéro, n'est-ce pas, de la revue du Monde Noir des Sœurs Nardal, sur laquelle je pourrais revenir tout à l'heure, les Sœurs Nardal qui, en quelque sorte, visent, dans leur revue, à inviter les intellectuels noirs à pouvoir se revendiquer d'une sorte de civilisation, n'est-ce pas, qui est une civilisation mondiale, dont les prémices se trouvent, bien sûr, n'est-ce pas, du côté des États-Unis, ou alors, évidemment, n'est-ce pas, de l'importance qu'a pu acquérir, on le voit très bien, n'est-ce pas, Haïti, je le disais tout à l'heure, n'est-ce pas, dans cette sorte d'invention qui est l'invention de la négritude, comme on peut le voir dans le poème d'Aimé Césaire, Haïti, où la négritude nègre se mit debout pour la première fois et dit qu'elle croyait en son humanité, ou encore, bien sûr, n'est-ce pas, l'évocation de l'an neuf de la révolution haïtienne, telle qu'on peut la voir, bien sûr, n'est-ce pas, dans la poésie de Césaire. Je vais vite et je vais conclure, pardon. Je pense qu'au fond, être noir en France et être noir aux États-Unis, c'est être conscient, comme le disait Dubois dans le texte que j'ai évoqué tout à l'heure, Âme noire, c'est être en présence, bien sûr, d'une double conscience. Et cette double conscience, c'est une double conscience de la conscience d'être tout à la fois noir et autre chose. Noir, c'est-à-dire venu d'Afrique, et autre chose, à savoir européen ou américain. C'est être conscient, bien sûr, n'est-ce pas, de cette histoire qui est une histoire complexe de la France et des États-Unis par rapport, bien sûr, n'est-ce pas, aux Noirs. C'est être conscient d'une sorte de double culture à laquelle appartiennent les uns et les autres, une sorte d'afropolitanisme, si je peux utiliser cette expression. Et c'est être conscient, bien sûr, n'est-ce pas, d'une sorte de double identité, une sorte d'identité que je vais appeler négropolitaine, à savoir nègre et métropolitaine, que ces métropoles soient des métropoles françaises ou que ces métropoles soient, bien sûr, n'est-ce pas, des métropoles américaines. Voilà, je suis allé un peu vite, je suis désolé. Voilà, merci. Merci beaucoup, Romuald, pour ce voyage dans les conditions noires en France et aux États-Unis. Merci à la fois de la précision historique au point de vue de la littérature, au point de vue des références pour illustrer ta thèse, qui est en fait largement une thèse un peu du parallélisme. Bien sûr, comme tout parallélisme, c'est un parallélisme imparfait, mais on a l'impression que la thèse qui l'emporte, c'est tout de même une relative, non pas homogénéité, mais une relative ressemblance quant aux itinéraires et au vécu de cette condition noire des deux côtés de l'Atlantique. Bien, si tu ne nous entends pas, Romuald, je vais prendre quelques... Voilà, j'entends très bien. Tu entends très bien. Bon, alors si vous voulez bien, et si vous avez des questions, vous attendez d'avoir le micro, comme ça, Romuald vous entendra bien de l'autre côté de l'Atlantique. Est-ce qu'il y a des questions? Questions des étudiants d'abord, bien sûr. Allez-y, lancez-vous. N'oubliez pas
N'oubliez pas que notre ami Romuald, pour lui, doit être 2 h du matin, ou que sais-je. Non, non, ça va, c'est bon. Ça va. J'ai une question. Ça va. Oh, pardon. Il y a une question. Ouais. C'est très simple la question, donc désolé, mais les noms des 2 Romains des années 30, il y aurait une slide. Voilà. Ouais. Oh, salut. Et merci pour l'exposer. Non, ça c'est la question, les noms, j'ai pas eu le moment de marquer les... Tu entends, Romu? C'est Non, une j'ai question. pas entendu. Une question sur les noms que tu as cités des 2 romans des Il y années avait 30. des images. 2 images. Banjo et Romance in Marseille, Ok, merci. 1931-1932. Ok. Autre question, demande d'information. Là. Peut-être ça va être un peu étrange et je vais faire mon meilleur de formuler une question et pas juste proposer un constat, mais il m'intéresse parce que dans le contexte américain, spécifiquement états-unien, je connais certains documents du 19e siècle où certains nationalistes afro-américains décrivent leur idée concernant l'idée d'un type de manifeste destiny, mais pour les buts des peuples noirs en Amérique. Et ça m'intéresse parce que il semble que c'est à la fois très différent dans le contexte pour le personne noire qui vit en France, en l'Hexagone, mais à la fois j'ai pensé que c'est possible que quelque chose de similaire peut exister dans le monde francophone en général. Donc, ma question, je suppose, est ce phénomène, l'idée du manifeste destiny, d'un nationalisme expansionniste, ça existe-t-il dans le contexte francophone ou non, basiquement? Ok, alors je ne suis pas sûr que j'ai bien compris. Alors je vais reformuler. Est-ce que vous êtes en train de me demander s'il existe une sorte d'expansionnisme noir dans le monde francophone, comme il en a existé un dans le monde anglophone, c'est ça, ou dans le monde états-unien, c'est ça la question? Oui, essentiellement c'est ça. Pas exactement en pratique politique, mais certainement peut-être en théorie. Ben, je vous répondrai oui, et je vais vous expliquer pourquoi. Je n'en ai pas parlé tout à l'heure, je n'ai pas parlé des mouvements politiques noirs aux États-Unis ou bien des mouvements politiques noirs en France. Je ne suis pas sûr que le mot expansionnisme soit le bon. Je dirais juste qu'il s'agit d'une sorte de mondialisation en fait, des idées qui vise en fait à défendre le noir où qu'il soit dans le monde. Et à ce sens-là, si vous prenez par exemple le cas de Marcus Garvey, le garvéisme par exemple, c'est ça. Le garvéisme vise à considérer qu'il existe une sorte de nation noire du monde et qui d'une certaine façon devrait s'imposer comme telle. Qui s'impose comme telle aux États-Unis ou bien qui s'impose comme telle sur le continent africain, la question peut être posée. Mais il existe bien sûr, n'est-ce pas, une sorte d'idée sur laquelle être noir aux États-Unis et être noir en France, c'est exactement la même condition, à condition que l'on
qu'on fasse une sorte d'expansion, qui est une expansion qui va bien au-delà des États-Unis et qui va bien au-delà de la France. Tous les manifestes qui sont des manifestes noirs et tous les congrès en fait qui sont les congrès des noirs qui ont eu lieu entre la fin du 19e et le début du 20e siècle vont dans ce sens-là. La création d'un certain nombre d'États, la Sierra Leone par exemple ou le Libéria, vont effectivement dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'au fond, il s'agissait pour tous ceux qui en fait avaient le sentiment d'être quelque chose qui ressemblait aux Noirs, de pouvoir créer un lieu qui leur était dédié. Et je rappelle que le Ghana en 1957 va se construire aussi d'une certaine façon sur l'idée du fameux panafricanisme, qui en fait est une sorte d'idéologie selon laquelle l'être du noir doit être à peu près le même partout, au-delà justement au-delà des nations. Donc je pense qu'il y a cette idéologie-là, une idéologie qui serait celle, non pas d'une expansion, mais plutôt celle d'une réunion. Et cette idée va également être reprise en 1956 à Paris, au moment du fameux premier congrès des écrivains noirs et artistes de la Sorbonne, où le fondateur de la revue Présence africaine va effectivement avancer l'idée que tous les Noirs du monde ont exactement la même expérience que la même expérience historique. Et il n'y a pas de raison qu'ils ne se mettent pas tous ensemble pour défendre une certaine idée qui est l'idée d'un être noir du monde, que ce soit aux États-Unis ou bien que ce soit en France. Donc je pense que cette idée-là, oui, est une idée qui est très présente. Alors si j'avais pris le temps d'embrayer sur ce point-là, on sera encore là demain, hein, parce que je commencerai bien sûr, n'est-ce pas, par les différents mouvements noirs du milieu du 19e siècle, à savoir 1850 ou 1852, et je terminerai bien sûr, n'est-ce pas, par ce qui est en train de se produire de temps en temps, on le voit très bien, n'est-ce pas, dans la société française contemporaine. Je n'aurais pas fini en fait. Mais vous avez raison, oui, mais c'est pas expansion. Le mot pour moi, c'est pas expansion. Bonsoir Romu, merci beaucoup pour cette conférence. J'avais une question, savoir si tu n'as pas évoqué la place de la religion dans effectivement cette émergence, ce développement, cette affirmation et cette reconnaissance de l'être noir, aussi bien aux États-Unis qu'en France. Et donc, je me demandais si, évidemment, là tu vas me dire, on en a encore pour des œuvres, hein, mais voilà, peut-être tu peux en dire un mot. Si ça a compté, si ça a été un élément de mobilisation aussi dans la reconnaissance et la revendication de cet être noir. Et puis, autre question, c'est est-ce qu'il y a eu des dissensions à l'intérieur effectivement des différentes communautés noires sur cet être noir? Est-ce qu'il y a eu des conflits internes en fait sur la façon dont il fallait mettre en avant plutôt telle ou telle chose dans ce souci d'émancipation et de reconnaissance? Est-ce qu'il y a eu des divergences politiques, par exemple, des clivages internes? Mais merci beaucoup pour les deux questions. Moi, je commencerai par la seconde, à savoir les dissensions. Oui, il n'y a eu que ça, des dissensions. C'est-à-dire qu'en gros, entre Booker T. Washington, dont je parle tout à l'heure, Marcus Garvey, entre Malcolm X, par exemple, et puis la plupart en fait, des leaders qui sont en fait des leaders noirs. Oui, non, je pense que l'être noir aux États-Unis, c'est un lieu de conflit permanent, en fait. C'est-à-dire que les idéologies traversent toute la société, toute la communauté noire. Heureusement d'ailleurs, parce que ce n'est pas une communauté qui est monolithique. C'est-à-dire que si je ne m'en tiens par exemple qu'à la question qui est celle de l'appartenance à la société américaine, entre Booker T. Washington, dont je parlais tout à l'heure, et l'auteur de Âme noire, à savoir William Edgar Booker Du Bois, en fait, c'est deux approches complètement différentes de l'être du noir. Et il y en a un qui pense qu'en fait, au fond, l'être du noir américain ne peut être reconnu que s'il retourne en Afrique.
Parce que c'est en fait ça, en fait, son horizon d'attente. Et l'autre dit, ben, il n'y a rien à voir avec l'Afrique, il vaut mieux rester aux États-Unis. Donc, déjà, sur ce plan-là, il y a effectivement des tensions. Moi, je pense que la communauté noire américaine n'est pas du tout une communauté monolithique. Elle ne l'a jamais été et elle ne le sera jamais. J'allais dire que c'était bien ainsi. Sur le plan de la religion, c'est encore plus grave, si j'ose dire. C'est-à-dire que moi, j'avais publié un article sur pourquoi est-ce que les athlètes noirs américains sont tous devenus musulmans. Alors, c'est assez intéressant parce qu'en fait, quand on regarde la plupart des leaders qui sont des leaders noirs américains, il y a en fait, là encore, des leaders qui sont traversés par deux courants. Il y a le courant qui est le courant que je vais appeler religieux chrétien, en allant très vite. Chrétien pour moi étant vaste, hein, et que ça intègre en fait tous ceux qui croient en Jésus-Christ, quelle que soit leur obédience, auquel s'attache bien sûr, n'est-ce pas, on le sait très bien, une partie qui est une partie absolument intéressante de la société noire américaine, et King, le pasteur King étant bien sûr, n'est-ce pas, un de leurs leaders, qui défend bien sûr, n'est-ce pas, cette idée. L'idée de la non-violence, par exemple, étant une idée qui est une idée très chrétienne, qu'on ne veut ou non. Il y a de l'autre, qui est une tendance qui est plutôt une tendance qui est musulmane, c'est-à-dire qui est une tendance de la religion islamique, et qui est concernée, la plupart du temps, on le voit très bien, là, pour le coup, par, je disais tout à l'heure, des sportifs, mais pas que, et qui, évidemment, à partir de casus clés, par exemple, pour ne prendre que lui, va en quelque sorte, bien sûr, n'est-ce pas, ériger l'idée selon laquelle, mais peut s'opposer contre la domination, qui est la domination des WASP, c'est-à-dire qui, en fait, assoit leur domination sur la religion chrétienne. Il vaut mieux une religion qui est une religion de la défense de soi. Or, la religion de la défense de soi, c'est la religion islamique. Et cela va traverser, on le sait très bien, toute une partie, bien sûr, n'est-ce pas, de la société nord-américaine, ben, qui est une lecture absolument particulière, bien sûr, n'est-ce pas, de l'islam. Hein. Je le signale à toute fin du titre, parce que c'est une lecture qui n'est pas totalement orthodoxe. Que l'on prenne Farrakhan, par exemple, ou bien que l'on prenne, je le disais tout à l'heure, Malcolm X, qui vont en quelque sorte aller du côté d'une lecture qui est une lecture que je vais appeler rigoureuse ou rigoriste en fait de l'islam, ils se rendent bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais évidemment, pourquoi est-ce qu'ils s'appuient là-dessus? Parce qu'ils considèrent, à tort ou à raison, que la religion islamique est une religion africaine, qu'elle est noire, la religion islamique. Elle est noire parce qu'en gros, il n'y a pas d'image de blanc là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, le Jésus blanc n'existe pas dans cette affaire. Et au fond, comme l'esclavage a beaucoup reposé sur une idée dévoyée de la religion chrétienne, à savoir l'idée selon laquelle c'est la religion chrétienne qui permet en fait la domination du blanc sur le noir, erreur, on le sait très bien, ou usage politique, alors en fait ils s'opposent à cela en leur proposant bien sûr, n'est-ce pas, une sorte de religion qu'ils considèrent eux comme étant une religion qui est une religion endémique, qui est une religion africaine. C'est exactement ce que vont faire, par exemple, on le voit très bien, n'est-ce pas, en Jamaïque. Je rappelle que la plupart, n'est-ce pas, des auteurs sur lesquels je suis en train de m'appuyer là-dessus sont un peu d'origine jamaïcaine, mais je n'ai pas le temps ici, n'est-ce pas, d'expliquer l'influence de la pensée jamaïcaine sur la pensée noire américaine. Hein. Ce serait trop long. C'est exactement la même chose que l'on peut trouver, par exemple, chez les Noirs en Jamaïque. Parce que les Noirs en Jamaïque, par exemple, vont faire du négus, qui est le négus d'Éthiopie, en fait, leur grand roi, le roi des rois. Pourquoi? Parce qu'en fait, la religion, qui est la religion chrétienne d'Éthiopie, n'a aucun rapport avec la religion chrétienne d'Occident. Et donc, du coup, ils considèrent, bien sûr, n'est-ce pas, comme étant une sorte de religion qui est une religion authentiquement africaine. Donc, ils vont s'appuyer là-dessus. Donc, le tout, c'est en fait de trouver une religion qui, en fait, a des racines qui sont des racines africaines et qui leur permettent, en quelque sorte, à tous de pouvoir se revendiquer d'une antériorité des civilisations à laquelle ils peuvent se rapprocher au-delà de l'esclavage, puisque tout est là, en fait. Et je pense que la question religieuse est une question qui est très, très importante dans la société noire américaine et dans la reconnaissance ou bien la recherche d'une certaine identité noire américaine. Merci. On va peut-être prendre encore une ou deux questions, s'il y en a. Sinon, on va laisser Romuald aller vers le repos qu'il a bien mérité. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui.
Salut, merci encore pour votre discours. Avec toutes ces choses que vous avez discutées aujourd'hui, en 2025, qu'est-ce que vous pensez l'état moderne qui concerne l'identité noire en France et aux États-Unis? Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question. Est-ce que vous me demandez en 2025 l'identité noire américaine, c'est ça? Oui, avec toutes ces choses que vous avez discutées à travers l'histoire de l'esclavage et la négritude et les mouvements de droite civique, et pour aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez, c'est l'état ou l'identité noire en France et aux États-Unis pour aujourd'hui? Alors, je pense que vous avez très bien compris ce que je ne voulais pas dire, ce que je ne voulais pas aborder, à savoir qu'en gros, ça n'a pas beaucoup changé. Hein. C'est-à-dire que la question qui est la question de l'identité noire aux États-Unis aujourd'hui et l'identité noire en France aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup changé. C'est ce qu'en fait je n'ose pas dire depuis le début. Et c'est pour ça que je passe toujours en fait par l'histoire. Je passe toujours par l'histoire. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous regardez, j'ai mis tout à l'heure un cliché qui en fait mettait à gauche le texte de Pape Ndiaye, la condition noire, et à droite le texte de Ta-Nehisi Coates, la colère noire. Je ne l'ai pas fait, je l'ai fait exprès. C'est-à-dire qu'en fait, le problème de la condition noire aux États-Unis et en France aujourd'hui est régi très exactement par les mêmes paradoxes. C'est-à-dire qu'en gros, on ne peut pas dire que la société française soit une société qui soit une société, si je dis raciste, c'est pas possible. Je peux citer, n'est-ce pas, 50 cas pour faire la démonstration que ce n'est pas possible. Mais en même temps, je peux citer 50 cas pour montrer que c'est paradoxal, que la société est un peu raciste, qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire qu'au fond, et dans des choses qui sont des choses absolument banales, vous allez trouver dans les emplois, dans des rencontres, dans des discours, dans des corps, oui, encore de temps en temps, je dis bien de temps en temps, un certain nombre de situations qui ne sont pas justes. Et qui ne sont pas justes, et en plus la société française, dans le cas, est une société qui est compliquée. Donc quand j'ai commencé tout à l'heure, en fait, mon propos en montrant que la société française, c'est pas que la métropole, mais c'est aussi la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane, ou la Réunion, ben, comment est-ce que vous avez posé la question du racisme en Guadeloupe ou en Martinique, ça ne marche pas. Donc évidemment, il y a là un paradoxe, c'est un paradoxe français. Donc être noir en France, ce n'est pas être noir seulement en métropole, c'est être noir aussi à la Martinique, aussi en Guyane, aussi à la Réunion, mais j'allais même dire aussi en France, africaine, aujourd'hui. C'est-à-dire que tous les problèmes, n'est-ce pas, qui sont liés au débat autour de la France-Afrique, fait partie également de la question qui est la condition bien sûr noire. Je peux faire la même remarque à propos des États-Unis. On ne peut pas dire que la société américaine est une société qui fonctionne encore sur la ségrégation, c'est pas possible. Et pourtant, elle fonctionne aussi sur la ségrégation. Il n'est pas nécessaire, bien sûr, n'est-ce pas, de rappeler les propos d'un certain nombre d'hommes politiques récents pour comprendre que de temps en temps, il y a des choses qui échappent. Comme une sorte, n'est-ce pas, de non-dit, comme une sorte de, voilà, d'inconscient, un inconscient qui échappe effectivement à cette situation-là. Et c'est tout le paradoxe, en fait, si vous voulez, de l'être du noir au monde, qui, en fait, d'une certaine façon, qu'on le veut ou non, est toujours saisi de façon absolument paradoxale, que ce soit aux États-Unis ou bien en France. Donc, si vous me dites, au fond, est-ce qu'il y a aujourd'hui, de façon moderne, une évolution, je vous répondrai oui, mais peut-être pas totalement. Oui, mais parce qu'il y a une condition qui est encore à peu près la même. Mais la littérature est en plus là pour le rappeler, de toute façon. Bien, eh bien écoute, il me reste à te remercier au nom de nous tous, vraiment très chaleureusement, d'avoir été là à une heure tardive, et puis te dire que nous te regrettons bien. Nous regrettons son absence. Voilà. À très bientôt. Merci à tous.